Bonjour à tous. On a décidé avec Élodie d'axer cette rencontre et cette discussion à deux sur une sélection de travaux autour notamment de l'œuvre aussi qui est présentée à la vitrine, Europeana, une brève histoire du XXe siècle, donc qui est rentrée dans la collection du FRAC Artothèque et qui est une pièce pour moi assez importante. Elle inaugure toute une série que je nomme les enquêtes cartographiques et qui sont des grands dessins construits à partir de documents qui peuvent être littéraires, sociologiques, sur des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets d'actualité ou des sujets en rapport avec le territoire où je vis. Donc voilà, on a fait ce parti pris de montrer plutôt ce travail-là. C'est où les flèches? Mais pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière, comme dit Élodie, et je voulais montrer des travaux assez anciens, comme cette série qui s'appelle Devise, qui est un travail de broderie, et où je pense que c'est peut-être un des premiers travaux un peu géopolitiques qui apparaît dès l'origine. J'ai été pas mal obsédée par les drapeaux à une époque. Et voilà, ces figures géométriques de drapeaux à bandes. Et ici, on a donc des broderies qui sont sur des tissus assez petits, qui font à peu près 10 par 12 cm. Tout est brodé à la main, à un seul fil. Et sont simplement représentés les drapeaux avec le nom du pays et ensuite sa devise. Donc c'était une sélection, il y a 29 pays représentés qui viennent à peu près de tous les continents. Et il y avait cette idée de commencer à établir une sorte de planisphère. Comme ça, en fait, je présentais cette série en ligne, accrochée tout simplement avec des épingles, avec parfois des choses très poétiques et d'autres moments, des choses qui renvoyaient, ça c'est Belize, qui est un paradis fiscal. Voilà, des choses qui, selon l'actualité, en fait, pouvaient faire réapparaître des conflits ou voilà, des actualités. Donc un premier travail, voilà, autour de ces drapeaux, de ces signes. Et s'en est suivi un autre travail de broderie, pas très longtemps après, où je me suis demandé qu'est-ce qui aujourd'hui pouvait remplacer un petit peu ce rapport à l'État. Quel rapport on avait à l'État, qu'est-ce qui pouvait remplacer ces drapeaux et ces devises. Et m'est apparu que toute cette société de consommation fonctionnait exactement sur les mêmes manières, quoi. C'est-à-dire qu'on avait les logos qui pouvaient être identifiés au drapeau et les slogans qui fonctionnaient un peu comme des devises. Le texte est important, il y a beaucoup l'écriture. Ça constitue une sorte de petit poème politico-économique à partir des devises qu'on a vues brodées sur les cravates. Un autre travail aussi, toujours sur les marques, un travail toujours de reproduction. Donc il y a toujours aussi l'idée de copier le réel. C'est-à-dire que je prends toujours les choses telles qu'elles existent et dont l'idée d'une sorte de reproduction comme ça assez fidèle. Et là, en l'occurrence, ce sont des bouteilles d'eau qui sont dessinées à la mine de plomb. Et la couleur est en fait réalisée avec du Coca-Cola. Et l'Artothèque a une de ces pièces dans sa collection aussi. Donc tu abordes des sujets qui touchent à la mondialisation et à la géopolitique dans ton travail. Sur cette première partie de projet, tu nous as présenté des projets qui sont plutôt de l'ordre de la copie, ce que tu pratiques beaucoup. Mais là, à partir des années 2000, tu travailles à une production qui s'appuie encore une fois sur la copie, mais cette fois plutôt liée à la cartographie. Donc on entre dans un autre type de dessin, de production. Est-ce que tu peux nous parler de cet intérêt pour ces formes, par exemple, qui peuvent être des cartogrammes ou des anamorphoses, comme tu en présentes 2 séries dans ton travail, et leur capacité messagère en tant qu'objet visuel d'abord?
Oui, ça a été à partir des années 2000, effectivement, j'étais très attirée par les cartes. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces... Au début, je travaillais sur des planisphères tels qu'on les connaît dans les salles d'école. Voilà, qui sont des planisphères qui sont représentés selon la superficie, en fait, de la taille du pays. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des cartographes et des géographes, voilà, qui travaillaient sur des représentations qui étaient, qui changeaient, en fait, ces questions de point de vue. Donc, ça m'a beaucoup intéressée, et notamment ce qu'on appelle les anamorphoses et les cartogrammes. Donc là, on rentrait dans des sujets. Ça, c'est une anamorphose inversée. Elle est à l'envers. Donc il y a la question de l'endroit et de l'envers aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est une anamorphose du PNB, produit national brut. Et en fait, là, la carte change en fonction de l'indice qu'on va rentrer dans la carte. C'est-à-dire, on va rentrer des chiffres. Et là, la représentation physique de la carte va changer. On ne va plus être dans la superficie, mais dans l'indice, là en l'occurrence sur le PNB. Donc plus le pays gonfle, plus le taux est élevé, et il y a le rapport aussi de couleurs qui m'intéresse aussi beaucoup. J'ai découvert aussi les cartogrammes ensuite, qui fonctionnent exactement sur le même principe que les anamorphoses. Là, c'est la durée du service militaire dans le monde. Et donc les pays sont représentés sous forme géométrique. Donc il y avait aussi pour moi une référence aussi comme ça à l'art un peu minimal, abstrait, que j'aimais beaucoup. Je ne change pas du tout les couleurs. Vraiment, je reproduis les cartes telles qu'elles sont fabriquées par ces cartographes. Et il y a cette dimension qui est faite toujours. J'utilise beaucoup le papier, le crayon, des formes assez simples, la gouache, l'aquarelle. Donc voilà, s'en est suivi toute une série comme ça de reproductions de cartes. Durée du service militaire dans le monde. Donc plus le carré est gros et rouge, plus la durée du service militaire est longue. Et là, nous sommes en Corée du Nord. Donc vous voyez un peu on arrive à reconnaître les continents, je pense, avec l'Afrique. Les Amériques aussi, complètement. Là, elle n'est pas inversée, parce que des fois, je complique le truc, je mets les choses un peu à l'envers, parce qu'il y a cette idée aussi de décalquer aussi pas mal le réel. On le verra dans les grandes cartes, dans les grandes enquêtes cartographiques. Et puis, pour arriver jusqu'à des représentations parfois totalement abstraites en fonction des sujets. C'est-à-dire que là, on n'a plus de repères et on ne reconnaît absolument plus du tout où se trouvent les différents continents. Là, en l'occurrence, c'est l'origine des réfugiés dans le monde. Donc, tu travailles à travers cette narration par le visuel, donc une compilation, une synthèse en fait à travers l'image d'un certain message, à travers ces cartes. Tu ouvres un nouveau champ dans ton travail, notamment à travers les dessins, les grands dessins qu'on évoquait et que nous verrons à la fin de cette session de rencontre à la vitrine. Donc ces grands dessins, eux, découlent d'une toute autre forme de protocole, même si on reste dans des questions, des sujets d'actualité, des sujets qui sont transversaux à différents territoires probablement. Mais il y a là, dans ce travail, un travail d'investigation bien plus important que par rapport aux projets que nous venons de voir, qui sont plutôt liés à de la copie, du décalque, etc. Bien que ces grands dessins portent aussi cette marque, utilisent aussi cette technique. Il y a là donc ce travail d'investigation. Est-ce que tu peux nous présenter ce protocole qui est lié donc à cette production des grands dessins ? Ouais. Et donc, comme je le disais, cette série démarre avec donc Europeana, une brève histoire du XXe siècle, donc qui est exposée à la vitrine, qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Et en fait, là, je démarre en fait un processus avec effectivement des protocoles qui
là, pour ce dessin, part d'un ouvrage que je vous ai apporté ici, qui est un ouvrage littéraire d'un auteur tchèque qui s'appelle Patrick Oredník, qui a écrit un petit livre qui s'appelle donc Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Et je lis ce petit livre, je découvre ce petit livre qui me donne très très envie de le dessiner en fait. Et donc, je commence en fait un processus où je me dis que pour comprendre les mécanismes des choses, c'est souvent pour moi plus intéressant de pouvoir effectivement les dessiner pour les décrypter, pour comprendre un peu tous ces mécanismes, comment ça fonctionne. Donc Europeana, c'est un auteur qui part du postulat que, vous savez, quand il y a eu ce passage de 99 à 2000 où on parlait du bug du millénium, et comme si toute la mémoire du siècle, enfin les ordinateurs allaient complètement bugger, et comme si toute la mémoire du siècle allait être complètement effacée. Et il part à la recherche de cette histoire du XXe siècle, non pas d'une manière chronologique, mais ce qui m'intéressait beaucoup aussi dans cette écriture, de rapport de cause à effet, beaucoup, et d'association d'idées. Et voilà, je trouvais ça très intéressant à pouvoir commencer à dessiner. Donc il y a cette carte centrale de l'Europe qui est renversée, qui est à l'envers, parce que on est sur vraiment un siècle de bouleversements énormes, qui est quand même par sa moitié rempli par la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et après, il y a aussi tout ce dont il traite de ce qu'il appelle la petite et la grande histoire. Donc autant des grands moments comme ça, mais aussi l'invention du papier toilette détachable, les premiers salons de toilettes pour chats qui côtoient l'invention de la psychanalyse. Enfin voilà. Donc c'était une sorte de cartographie un peu désordonnée comme ça de cet ouvrage. Et donc ce dessin, on le verra tout à l'heure oui. à la vitrine. Ouais. Peut-être que tu peux nous parler d'autres grands dessins que nous n'aurons pas l'occasion de voir. Oui. Donc j'en ai choisi 3 autres. Un qui s'appelle donc Les Français sont vicelards, créé en 2011 et qui, lui, a pour sujet l'affaire Bettencourt, qui m'avait beaucoup intéressée parce qu'il, pour moi, il regroupe un petit peu toutes les sujets sur lesquels je travaillais. C'est-à-dire qu'on avait cette histoire qui démarrait avec cette île qui avait été oubliée d'être déclarée au fisc. Et donc il y avait ces questions de territoire, et puis autour donc, du groupe L'Oréal, toutes ces questions de rapport de pouvoir, de marque, de slogan, de logo, de rapport avec les politiques. Donc voilà. Donc l'affaire démarre par le journal Mediapart, c'est-à-dire que sont mis en ligne par le journal Mediapart toutes les conversations pirates qui étaient enregistrées par le majordome de Liliane Bettencourt. Et donc je me mets à écouter voilà, tous ces enregistrements pirates, à prendre des notes et à construire une documentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un processus de documentation qui se met en place et où je vais aller chercher des représentations réelles, physiques, dans différents... Alors là, c'était Là, en l'occurrence, avant, j'avais le petit livre de Patrick Oredník, donc j'avais un seul ouvrage, et puis j'allais rechercher un petit peu toutes les icônes qui pouvaient illustrer ce texte. Là, les sources, il y avait à la fois Mediapart, mais j'ai jamais lu autant Paris Match que d'aller rechercher des logos, de les redessiner, de les décalquer. Donc voilà, et donc les dessins, là, il n'y a pas vraiment de plan préparatoire. Au début, il n'y a aucun plan préparatoire. Il y a cette carte centrale. Et autour vient se placer un peu tous les protagonistes de l'affaire. Et il y a l'histoire qui se déroule et qui se construit de cette manière-là. Donc quelque part, c'est au regardeur de faire le lien entre les différents éléments qui construisent cette histoire. Ouais. À partir d'un événement qui est plutôt très médiatisé. Voilà. Donc il est question de faire ce lien et de lire ce dessin en tenant compte des différents éléments et intervenants qui avec qui des séquences de texte. En bas à droite, il y a toutes les alertes que je recevais, qu'on peut recevoir sur les téléphones portables, avec toutes les mises à jour à chaque fois de l'enquête, des reproductions de textes des enregistrements. À savoir que le titre vient d'une phrase de Liliane Bettencourt, « Les Français sont vicelards ».
qui est une des phrases qu'elle a dites quand son homme de confiance lui demandait si elle avait bien mis les sous dans la bonne enveloppe pour financer des campagnes politiques, notamment celle de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, donc là, c'est pour ça que je vous montrais aussi un peu tout le travail sur les drapeaux et les marques et tout ça, parce que c'est des choses qui pour moi servent beaucoup à illustrer aussi ça m'intéresse aussi beaucoup, ce rapport à l'économie, à la politique, au territoire. Donc c'est des choses qu'on retrouve beaucoup après dans le travail, dans ces cartes. Un autre grand dessin qui s'appelle Francis et Togo, que j'ai réalisé en 2013, qui fait donc partie de ce que j'appelle donc ces enquêtes cartographiques. Je l'ai réalisé suite à la lecture d'un ouvrage, là cette fois sociologique, une étude sociologique de Nicolas Jounin, qui a écrit un livre qui s'appelle Chantier interdit au public, qui est une enquête, c'est une étude sociologique. Il a fait ce qu'on appelle un travail d'immersion. C'est-à-dire qu'au début, il est allé frapper aux portes pour se faire embaucher comme manœuvre dans des entreprises de BTP à Paris. Évidemment, ça lui a été refusé. Et donc, il s'est dit, je vais aller pointer tous les matins à 6h, boulevard Magenta à Paris, pour me faire embaucher dans les boîtes d'intérim comme manœuvre pour faire son travail d'enquête. Donc, c'est un travail un livre que j'ai trouvé hyper intéressant. Et c'était, dans ce milieu du BTP. Donc, j'ai la source, pareil, de ce document de travail, où je lis beaucoup, je prends des notes. Je suis allée à Paris, boulevard Magenta. J'ai pris en photo toutes les devantures de toutes ces boîtes d'intérim. Et ce qui m'intéressait là-dedans, ça parlait de la discrimination, du racisme, des emplois illégaux, comment on maintient les gens dans une forme de domination, dans la précarité. Il y avait encore ces histoires de territoire, comment ça s'était déplacé aussi dans l'histoire. Moi, je suis plutôt d'une génération où on connaissait les migrants qui arrivaient plutôt d'Afrique du Nord, mais aussi donc Algérie, Maroc, Tunisie. Mais on avait aussi tous les immigrés italiens, portugais qui venaient travailler dans le bâtiment. Et comment ça s'est déplacé aussi dans la géographie, quoi. Et on va maintenant aller chercher encore plus profondément en Afrique noire. Et comment ces personnes qui étaient dans les années 70 se retrouvent eux-mêmes des petits chefs d'entreprise. Enfin, donc ça traite aussi de tout ça. Un gros travail aussi de reproduction des outils, parce qu'il y a beaucoup de témoignages où comment la possession de l'outil est quelque chose d'important. Les questions de sécurité, ces questions de sous-traitance, donc sous-traite énormément, ce qui fait que ça met donc en abîme des sortes de couches comme ça où on ne sait plus qui finalement emploie qui. Donc ça arrange pas mal de monde. Donc voilà, ça c'est un autre grand dessin. Donc là, pas d'études encore non plus préparatoires. Les éléments, enfin tout ça est quand même bien organisé dans ma tête et à l'écrit. Et il y a toujours cette idée d'aller rechercher Et là, c'était hyper intéressant parce que Nicolas Jounin balance plein de noms. Donc il y avait aussi tous les noms de qui c'était ces entreprises, sur quel chantier est-ce qu'ils travaillaient. C'était aussi... Je vais aller aussi me nourrir aussi de toutes ces sources très, très concrètes, quoi. Toujours ce réel, quoi. Et un dernier grand dessin donc, qui a été fini de réaliser l'année dernière, qui s'intitule « Elle est où ma forêt ?» et que j'ai apporté, qui est installé à la vitrine, qu'on pourra aller voir. Et là, c'est un dessin qui traite de l'industrialisation, de l'exploitation de la forêt, notamment sur le territoire du plateau de Millevaches, où je vis. Je vis à Felletin, à la porte du plateau. Et c'est un sujet extrêmement clivant par chez nous. Là, la source documentaire, elle se base sur non plus un, mais trois. Il y a trois sources. La première, c'est ce petit livre que je découvre sur le territoire qui s'appelle « Rapport sur l'état de nos forêts et leur devenir possible », qui a été une étude qui a été écrite par des habitants du plateau. Première source documentaire. Je vous montre quand même le dessin. La deuxième source,
Documentaire, c'est un film documentaire, donc j'avais encore jamais travaillé à partir d'images vidéo, en fait, qui s'appelle Le Temps des forêts, qui a été réalisé par François-Xavier Drouet et qui traite exactement de ce sujet-là. François-Xavier s'est aussi installé sur le plateau, vit sur le plateau, et je l'ai contacté. Je découvre par la fête de la montagne Limousine, qui est organisée chaque année sur le territoire. Son film n'est pas encore sorti en salle, mais il commence à montrer des séquences de films, et je vois ce film, enfin, ces petites séquences, et je me dis, mais faut que je travaille sur ce sujet, c'est trop intéressant, quoi. Donc je contacte François-Xavier, qui me cède son film qui est encore pas sorti en salle, et qui me dit, bah vas-y, tu peux t'en servir pour travailler. Et il me conseille également un autre ouvrage qui s'appelle Main basse sur nos forêts, qui a été écrit par Gaspard Dallens, qui est journaliste à Reporter, journal en ligne écologique. Et donc là, j'ai donc 3 sources documentaires avec lesquelles je vais donc composer. Alors là, il y a une composition qui commence à se mettre en place. Pas forcément celle que j'ai prévue au départ, mais elle commence à préparer des petites maquettes. Donc là, c'est plus compliqué parce que j'ai 3 sources, donc il faut que je recoupe les informations, que je les organise. Donc il y a cet arbre central, siamois, mi-résineux, Douglas, et mi-feuillu. Et autour de cette figure centrale, donc, va s'agencer encore une fois tous les protagonistes de cette affaire, autour effectivement de l'accaparement des terres pour planter en résineux, en monoculture de Douglas sur le territoire. Donc peut-être on pourra aussi plus en parler devant le dessin, si on va le voir après. Simplement vous dire que il y a une partie en haut à gauche qui est, je vais dire, peut-être plus réservée à l'histoire en fait de l'enraisinement sur le plateau de Millevaches. Sont représentés aussi autant les gros engins mécaniques qui viennent aussi détruire tous les sols. Puis après, bon, ça s'est étendu aussi sur parce que les enquêtes aussi traitent c'est pas uniquement sur le Limousin que ce problème existe. Il existe sur toute la France, sur toutes les parties, sur tous ces endroits où l'exploitation de la forêt est importante. Et donc les gros engins, les scieries complètement démesurées, mais aussi, comme je le disais, dans le sous-titre de rapport sur l'état de nos forêts, il y a aussi ce petit sous-titre qui dit « et leur devenir possible ». Donc il y a aussi tous les actes de résistance qui se mettent en place pour pouvoir créer d'autres manières de gérer ce territoire et ses forêts, par exemple. Donc à travers ce dessin, on aborde un autre sujet qui est... on aborde toujours la notion de territoire et de cartographie, mais cette fois en resserrant en fait sur un territoire plus petit, mais finalement des sujets qui peuvent concerner bien d'autres territoires. Ce projet-là émane aussi propose un autre protocole de mise en œuvre qui est plus en proximité des personnes qui défendent aussi ce sujet-là à l'échelle du territoire du plateau des Millevaches, et qui naît à travers une expérience qui est celle de l'atelier de géographie populaire, qui se déploie de 2013 à 2015 et qui perdure aussi encore actuellement, mais sous une forme plus légère. Est-ce que tu peux nous parler de cet axe de ton travail qui, toujours en lien très proche de ton activité artistique, l'intègre complètement? Ça a été une rencontre assez importante. Là, j'ai voulu en parler aussi en rapport direct avec ce dessin sur la forêt, puisque comme j'ai montré ce petit livre rouge, là, rapport sur l'état de nos forêts, c'est un ouvrage que j'ai découvert dans le cadre de l'atelier de géographie populaire. Alors l'atelier de géographie populaire, c'était quoi? C'était
une volonté qui est partie d'habitants sur le plateau à Faux-la-Montagne, qui avaient créé des assemblées populaires et qui, pendant ces assemblées populaires, s'étaient interrogés sur des questions de territoire avec les habitants pour se réapproprier un petit peu des questions essentielles autour de plusieurs axes qui étaient par exemple la gestion de la forêt, la gestion de l'eau, la question de la santé, la question de la mobilité et la question aussi des lieux vacants, comment accueillir, quels sont aussi les lieux, faire un état aussi des lieux, des espaces disponibles sur le territoire pour pouvoir accueillir. Suite à ces assemblées populaires, ces habitants se disent qu'ils ont en fait aussi très envie pour ça, enfin de bien comprendre le territoire sur lequel ils vivent. Et donc c'est l'association Pivoine, qui est une association d'éducation populaire, qui initie un petit peu cette démarche et qui fait appel à un artiste qui s'appelle Till Rösken, qui à l'époque était invité par une association qui s'appelle La Pommerie, qui était à Saint-Sétier à l'époque. Et Till travaillait sur des questions lui aussi de territoire à travers des représentations cartographiques plutôt performatives, où il traçait au sol, voilà, où il faisait état de rencontres sur un territoire. Pivoine rencontre le travail de Till, demande à Till s'il veut bien les accompagner sur ce travail de cartographie avec les habitants. Et Pivoine se tourne aussi vers une association qui s'appelle Quartier Rouge, qui est basée à Felletin, avec laquelle je travaille beaucoup, qui est une association qui travaille aussi sur les questions de territoire, d'accompagnement d'artistes, et notamment sur les questions d'espace public. Et alors, on crée ensemble, et puis des entités. Moi, j'arrive aussi comme en tant qu'artiste qui travaillait sur ces questions de cartographie. Il y avait Aurélien Mauplot aussi, qui travaillait à l'époque à La Pommerie, qui est aussi artiste sur le territoire. Une autre personne aussi, Quentin, qui était lui plutôt une formation de cartographe. Donc on se retrouve un groupe comme ça de 7-8 personnes et on crée donc ce qu'on a appelé les ateliers de géographie populaire. Et alors le truc, c'est qu'on crée des séances donc, de cartographie publique. On invitait les gens à réaliser des cartes. On faisait des visites d'ateliers et on partait aussi du récit d'expérience parce qu'on disait quelles sont les personnes, en fait, les personnes qui connaissent le mieux le territoire sont celles qui habitent là. Donc il y avait aussi de partir aussi à la recherche de ces récits, de rencontrer ces gens. Donc on faisait des semaines, ça c'était les documents qu'on produisait à l'époque pour inviter les gens. Donc on invitait aussi des collectifs qui se questionnaient aussi sur ces questions de cartographie, toujours les ateliers de cartographie libre. On faisait des balades dans le paysage, on invitait aussi des gens qui connaissaient des pédologues, par exemple, qui pouvaient nous décrire les paysages pour avoir une approche bien concrète de là où on vivait. Et puis ces ateliers de cartographie thématique autour des sujets qu'on lançait, tels que ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc voilà, on faisait des balades, on se retrouvait, donc les lieux changeaient, on pouvait être à Faux-la-Montagne, après on partait à Felletin, on allait à Saint-Sétier, on se promenait un petit peu comme ça sur tout le territoire, on avait des mallettes avec plein de matériel et on créait tous ensemble des cartes. On mettait à disposition sur l'image là à droite, les 2 petites vignettes, c'était des fonds de cartes qui étaient tirés en sérigraphie par exemple. Où on avait, par exemple, en rouge, c'était les routes. En noir, en dessous, sur le papier craft, c'était les cours d'eau. Et on créait des cartes collectives de rencontres, voilà, comme ça, avec les gens qui venaient travailler dans ces ateliers. On dressait ce qu'on appelait des listes de cartes potentielles, c'est-à-dire toutes les envies de cartes qu'on aurait eu envie de cartographier. Et à les réaliser ou pas, ça n'avait aucune importance, mais voilà, c'était un petit peu tous les sujets sur lesquels on avait, tout le monde pouvait venir et on pouvait continuer cette liste. Et donc je vous ai mis quelques exemples de cartes qui avaient été réalisées. Ça, par exemple, c'est une carte qui avait été réalisée par un groupe à partir du cadastre du bourg de Faux-la-Montagne.
donc où sont recensées toutes les maisons habitées toute l'année, résidences secondaires, maisons en location, maisons vides, avec tout un système de légendes et de codification colorée. Ça, c'est une carte des déplacements sur le territoire. Là, c'était le déplacement des enfants dans les collèges, lycées, et aussi des activités qu'ils pouvaient faire. Pareil avec la légende de chaque jour, une couleur différente. Donc l'idée aussi, c'était de regrouper des informations pour pouvoir les partager et les mettre en commun. Ça, c'est une carte qui avait été réalisée sur les canaux fluviaux, enfin les rivières sur le territoire. Recenser tout ça. Donc voilà, ça prenait des formes comme ça, parfois collectives, de cartes. Ça, c'est une carte qui avait été réalisée sur la forêt, justement, à partir de la carte du plateau, et où sont donc remplies, coloriées en noir, toutes les zones de forêt. Donc voilà le type de carte qu'on produisait à l'époque. Et donc, comment est-ce que tu lis ce travail dans une logique de participation, de travail dans un échange permanent avec des habitants d'un territoire, par exemple, dans ce cadre-là, et toi-même, ta manière de travailler, le développement de ta production artistique? Comme je le disais, vraiment le point de départ, c'était effectivement cette mobilisation qu'il y avait vraiment de ces habitants du plateau, et effectivement... Et qui rejoint aussi potentiellement ton engagement personnel et professionnel de ta pratique. Cet engagement dans le monde, sur ce rapport critique au monde, au territoire. Ouais, là c'était super intéressant, de pouvoir partir là, effectivement, à partir de cet petit ouvrage, et de pouvoir effectivement. Donc il y a aussi c'est ça aussi parce qu'il y a ces dessins qui sont réalisés de manière solitaire et isolée dans l'atelier. Mais moi, ça me suffit pas, ça. J'ai hyper besoin d'aller aussi me frotter et aller aussi rechercher des choses avec les autres. Comme je disais, je bosse beaucoup avec d'autres associations, et je peux arrêter le travail pendant 1 an et demi et me consacrer entièrement qu'à des projets comme l'atelier de géographie populaire ou d'autres associations ou d'autres projets plus collectifs comme ça sur le territoire. Parce que tu considères également que c'est ton engagement, ton rôle en tant qu'artiste, que d'être présente, d'être active, d'être dans la proposition, dans l'échange avec les personnes. Oui, moi je vois pas comment. Je peux pas concevoir la chose toute seule dans un monde comme ça fermé, avec mon propre imaginaire qui est pas du tout imaginaire puisqu'il est complètement calqué sur le réel. Donc ce n'est pas seulement révéler, mais c'est vraiment faire participer, échanger, co-construire. Ouais. Et puis après, ce que je voulais aussi montrer, c'est comment il y a l'idée aussi dans l'atelier de géographie populaire, donc on crée ces choses-là, mais c'est aussi pour les partager. Donc il y a vraiment aussi cette idée de pouvoir que les gens puissent s'approprier, dire qu'on a aussi... Il y a vraiment ce truc aussi de mettre en place, que j'ai aussi appris avec notamment l'association Pivoine, c'est-à-dire que c'est des assos qui sont issus de l'éducation populaire, donc qui mettent en place des systèmes de méthodologie aussi, de consignes. Et ça m'a été aussi très utile sur la manière aussi dont je peux construire aussi mes dessins, mais aussi de la manière de pouvoir le transmettre. C'est-à-dire c'est aussi hyper important de dire comment les gens vont pouvoir... Après, il y a des gens qui sont venus nous voir, il y a plein de gens qui viennent nous voir pour l'atelier de géographie populaire en disant « c'est trop bien ce que vous faites, nous on habite à tel endroit, on a un sujet clivant, est-ce que vous pouvez venir ?» Et on leur répond « mais faites-le, on peut vous donner, si vous voulez, des bases de nous, un peu comment on bosse, mais c'est aussi à eux de le faire sur leur territoire. » Donc il y a cette idée de comment on partage ces choses-là. Et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup faire, c'est mener aussi des ateliers. Donc l'atelier, c'est vraiment aussi un endroit où on va travailler avec un public et on va échanger. Et très récemment, là, au mois d'octobre, j'ai été invitée lors d'une formation préac qui a eu lieu au SIAP, donc avec des enseignants, mais pas seulement, ça peut être des documentalistes, il y avait aussi des artistes ou des gens tout simplement aussi qui étaient intéressés par les questions de cartographie.
Et on avait été invité avec Aurélien Mauplot, dont je parlais aussi tout à l'heure, qui est artiste et qui travaille aussi beaucoup sur les questions de cartographie et qui a fait partie de l'atelier de géographie populaire. Donc on a été invité à mener un atelier comme ça de cartographie. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas... On va pas faire nos ateliers un peu chacun dans notre coin comme ça et se dire, bon ben, si on refaisait une sorte d'atelier de géographie populaire avec ce public-là. Dans l'idée, c'est une formation, donc c'est dans l'idée aussi de peut-être donner des méthodos et des consignes que les enseignants ou les personnes peuvent peut-être ensuite, ou pas, hein, c'est comme ils veulent, hein, mais c'est en fait une approche que nous, on a souhaité. Et donc là, on a créé des premières cartographies, c'était des cartographies, une cartographie vivante un peu, ou des manières de se rencontrer, déjà de se présenter, de savoir qui on est. Donc on était comme ça devant le centre d'art, là, sur la grande étendue d'herbe. Et l'idée, c'était de commencer par constituer une ligne où on disait notre prénom et de combien de kilomètres on avait fait, par exemple, pour venir le matin jusque sur l'île de Vassivière. Et donc on se mettait, par exemple, sur une ligne avec à gauche celui qui venait du plus près jusqu'à le plus loin. Donc ça permettait aussi de savoir qu'il y avait un type qui avait dormi dans son camion qui venait de Poitiers, mais qui était arrivé la veille et qui avait juste fait 1 kilomètre parce qu'il avait dormi sur le parking, mais qu'il y avait des gens qui arrivaient de Poitiers. Enfin voilà, ça permettait déjà d'avoir géographiquement une sorte de première cartographie humaine, déjà de rencontre. Deuxième consigne, c'était toujours se présenter et de se placer dans l'espace. Et les questions, c'était d'où on vient ou d'où se sent-on appartenir, venir. Donc c'était pas forcément une question. Ça questionnait aussi cette question de territoire, d'où on vient physiquement, avec ces histoires de kilomètres, mais d'où on se sent appartenir. Donc il y a des gens qui pouvaient dire, moi je viens de Guéret, mais en fait je suis originaire de tel endroit, et c'est cet endroit-là dont je me sens appartenir. Et donc on a fait une grande carte comme ça en disant, là c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, sans rien tracer du tout. Et on se plaçait dans l'espace comme ça, et toujours se présenter, dire d'où on venait, d'où on se sentait appartenir, et pourquoi on était là. Donc voilà, on a réalisé ces cartes-là de rencontres, une première introduction. On a dressé ensemble la liste des cartes potentielles, comme on a vu sur le... comme je montrais les exemples qu'on faisait dans l'atelier de géographie populaire, donc avec les gens qui participent à la formation. Et cette liste peut être réactualisée comme ça au fil de la journée. Et on avait créé aussi une grande carte collective où on s'était présenté aussi chacun avec ses... Là, c'était où on avait vécu plus de 2 mois. Chaque couleur représente une personne. Donc voilà, tout ça pour dire que ces ateliers de géographie populaire, ils m'ont apporté beaucoup dans ces questions à la fois de questions d'engagement sur le territoire, de qu'est-ce que c'est que l'endroit où on vit, qu'est-ce qu'on en fait, et aussi toutes ces questions de méthodos, en fait, qui m'intéressent aussi beaucoup, quoi. De méthodos, de transmission, de partage, et notamment qui peut s'incarner aussi à travers une production éditée de posters. Il me semble que notamment le grand dessin Elle est où ma forêt, ouais. Fait partie de ces projets qui ont une autre vie, une autre forme, qui est celui du poster, et qui permet effectivement de transmettre. Ouais, ça aussi pour moi c'est important. J'aime beaucoup les éditions, donc j'essaie toujours à chaque fois de faire des petites éditions. Il y en avait une sur Europeana. C'était un sujet un peu particulier. Et donc il y a eu là très récemment, donc j'ai édité effectivement le dessin Elle est où ma forêt, qui est ici. Et oui, ces questions d'édition, elles sont importantes dans le sens où il existe l'œuvre, voilà, l'œuvre c'est bien, c'est accroché au mur et c'est fixe et ça bouge pas, alors qu'une édition, ça peut se passer de main à main, ça peut se retrouver chez tout un chacun, et ça me plaît beaucoup. Donc il y a aussi cette idée de effectivement pouvoir mettre à disposition ces œuvres, et puis pour moi aussi ça a aussi un rôle de pouvoir parler de ces sujets aussi d'une autre manière, et de passer à la main comme ça sur des...
il y a, comment dire, une transmission un peu pédagogique et politique, un peu militante aussi, quelque part. Donc, c'est des paquets de posters que je vais aller déposer à des endroits où à un moment donné, il peut y avoir... voilà, ça peut être intéressant, comme je l'ai fait à la dernière rencontre de la Fête de la Montagne, Limousine, ou voilà, des choses comme ça, qui sont à prix libre, qui sont abordables pour tout le monde. Oui. Donc, il y a cette question, effectivement, de l'édition à grand tirage. Très bien. Eh bien, je ne sais pas, Lauriane, tu veux peut-être rajouter quelque chose? On va laisser la parole au public s'il y avait toutefois des questions. Sur les cartes justement que tu as pu faire dans les années 2000, est-ce que c'est quelque chose où tu aimerais revenir dessus? Parce qu'il y a eu je pense que depuis 20 ans, une vingtaine d'années, il y a eu des changements au niveau de la cartographie et tout. Et des éléments, je voyais notamment sur le PIB, et puis même là les durées de service militaire, tout ça, parce que finalement, il y a un aspect aussi un peu documentaire, je trouve, dans ton travail, qui fait état d'un moment, quoi, d'un instant T. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu réactives ou que tu continues à regarder, en tout cas au niveau de... Que je continue à regarder, oui. Et je trouve qu'effectivement, ce serait intéressant de pouvoir avoir des cartes un peu comparatives 20 ans plus tard avec quelles sont les données aujourd'hui, oui, de ce genre de questions, ouais. Mais oui, je continue à regarder, mais j'ai envie de faire d'autres trucs. Après, je me suis intéressée à d'autres cartes, vachement des questions de géologie aussi, tu vois, que j'ai pas montré là, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les cartes géologiques. Donc aussi ce sol profond d'où on vient et qui nous soutient, que j'ai développé à travers des cartes sur la représentation de la Lune, les pôles Nord, les pôles Sud. Mais justement, c'est encore intéressant parce que tu vois, sur l'Antarctique, par exemple, je pense que la représentation géologique aujourd'hui, je ne sais pas comment elle serait, tu vois, ça change. Ouais, ce serait intéressant, ouais. Moi, je veux bien poser une petite question. Quand Lauriane, tu t'inspires d'un auteur, est-ce que tu as un contact avec lui une fois que le dessin est fait? Est-ce que tu as essayé de contacter, par exemple, la personne dont tu étais inspiré pour faire Europeana ou que sais-je? Parce que finalement, à un moment donné, il serait peut-être pu être intéressant d'avoir l'avis de l'auteur aussi. Ouais, j'étais trop timide. Ah oui, c'est ça, mais maintenant plus. Nicolas Jounin, j'ai fait des faux mails en marquant nicolas.jounin@wanadoo.fr en envoyant des trucs dans le vide, en me disant tiens, il va peut-être répondre. Non, mais en passant peut-être par la maison d'édition, ouais, bien sûr. il y a moyen, quoi. Enfin... Mais non, ça a commencé avec Elle est où ma forêt, en fait, où j'ai pris contact, tu vois, avec François Xavier et Gaspard Dallens, je l'ai contacté. Ouais. Je lui ai envoyé... le dessin une fois qu'il était réalisé et puis en photographie. Parce qu'au fond, la question que ça repose, c'est finalement la relation entre le texte et l'illustration, enfin, ou l'image, enfin, que sais-je. C'est-à-dire, finalement, au moins ces premiers travaux-là pourraient peut-être être, si les livres étaient réédités ou que sais-je, pourraient peut-être être accompagnés de ce travail que tu as fait à partir de cette base. Ça les intéresse. Avec Gaspard Dallens, c'était chouette, hein, parce je pense que ça lui a... Il a trouvé l'idée hyper intéressante, quoi, en fait, effectivement, d'avoir toute une recherche. Oui, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le livre de Gaspard Dallens, c'est-à-dire que lui aussi balançait aussi plein de noms et tout ça, et de voir comment, tu vois, quelle forme, effectivement, plastique et graphique, tout ça peut prendre, ouais. Et j'ai une autre toute petite question, mais c'est un détail. Qu'est-ce qui te fait prendre la décision de mettre les images à l'endroit plutôt qu'à l'envers ou le contraire? J'avais pas encore saisi la fonction retournement horizontal sur l'imprimante. Ah, d'accord. Et je faisais beaucoup de calques. Je décalque beaucoup, j'adore décalquer. Et puis, des moments, je me suis rendu compte aussi que l'envers des choses était parfois plus révélateur que l'endroit. Notamment sur l'affaire Bettencourt, c'était assez génial parce qu'il y avait l'histoire du logo de l'UMP qui devenait PMU. Et donc, il y a des petits bijoux comme ça qui pouvaient naître. Et ouais, il y avait vraiment cette idée aussi de renverser. Pour la carte de l'Europe, c'est ce que je dis aussi. C'est-à-dire que ce renversement, à un moment donné, il a aussi du sens.
Mais enfin, l'idée de renverser comme ça le dessin, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque des choses quand j'étais tout jeune, enfant, et que quand on faisait des cours de dessin, on nous proposait quelquefois de retourner le dessin pour voir s'il tenait, enfin, si la composition était bonne, etc. Enfin, ça n'a rien à voir peut-être, hein, mais... Si, tu as raison, parce que les calques, c'est vraiment, tu vois, avec le calque, tu as cette transparence qui te permet aussi dans la composition de pouvoir placer tes objets, en fait. Il y a aussi ça, bien sûr. Ouais. Et pour poursuivre sur décalquer et les superpositions, tu as fait des choix là dans ce que tu nous montres, et je pense de façon très volontaire, tu as éliminé des œuvres qui parlent de processus plastiques et qui ne parlent pas de ce pourquoi tu t'engages aussi dans l'analyse sociologique, géopolitique, etc. Je pense à la série Eclipse ou à certaines autres séries, où là, tu explores purement le processus plastique, la couleur. Et comment tu les situes, comment tu les places dans ta production? Ouais. Et pourquoi tu nous en as pas parlé aujourd'hui? Parce que ça aurait été trop long. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, les processus, effectivement, sur les grands dessins, c'est des processus qui sont très, très longs, mais vraiment très longs. C'est parfois, entre le moment où je décide de commencer le dessin et où il se termine, il peut se passer 2 ans ou 3 ans. Surtout si je pars faire des ateliers avec, et tout ça, quoi. Donc des moments, tous ces détails, j'en ai un peu marre, où j'ai besoin d'autre chose, où effectivement, les recherches, elles vont... Et puis, je suis très attirée par ces questions de forme et de couleur et de processus. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute la série des éclipses qui sont plus abstraites et tout ça, mais qui, moi, parlent... Enfin, c'est vrai que ça parle aussi, ou les cartes géologiques de la Lune, enfin, la géologie, ça parle aussi vraiment de là où on vit, quoi, ce territoire-là. Donc oui, on aurait pu en parler aussi. Et c'est vrai que c'est... C'est des manières aussi d'évacuer, d'être dans des recherches assez formelles. Il y a aussi la technique de la sérigraphie, puisqu'on a un atelier de sérigraphie à Felletin avec l'atelier des Micheline, qui est assez génial, avec qui j'aime beaucoup travailler, et où on peut aussi travailler ces histoires de processus. C'est ça qui est aussi vachement chouette, de pouvoir inventer, de partir de forme et d'être un peu en roue libre, où on a un peu une base, et où avec Mélanie Leduc, donc la sérigraphe qui s'occupe de cet atelier, où on peut composer ensemble et travailler ces questions de superposition, de transparence, de couleur, etc. Bien, je vous remercie pour votre attention et cette invitation du FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine. J'étais très contente de discuter avec Lauriane aujourd'hui de son travail. Merci.